Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ça va être plutôt une petite vidéo un peu tranquille, tout simplement parce que durant la semaine, on a déjà bien assez fait le tour du sujet, le Bitcoin, les scénarios, le court, le moyen, le long terme. Donc ça va pas être une vidéo extraordinaire. Donc si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous n'avez pas vu les 2 voire même les 3 dernières vidéos, je vous conseille d'aller voir ces vidéos plutôt que celle-là. Ça sera plus intéressant pour vous et ça vous donnera vraiment une bonne perspective et un point de vue sur qu'est-ce qui se pourrait, se passer pour le bitcoin à moyen et court ter et long terme. Voilà, donc bref, on est quand même là aujourd'hui, donc on va essayer de trouver deux trois petites choses intéressantes à dire. Alors, la cryptomap. Hier, on avait vu que les altcoins, ils avaient un peu du mal à suivre la correction du Bitcoin. Ça y est, c'est fait. Ils ont suivi la marche. Tout se passe du coup comme à l'accoutumée. Le Bitcoin corrige. Les altcoins, pour les trois quarts, ils corrigent également. Alors qu'hier, on avait la moitié de la map qui était quand même bien verte et l'autre moitié rouge. On se demandait un peu ce qui se passait, s'ils n'avaient pas un peu de retard. Bon voilà, ils ont rattrapé leur retard. La plupart des altcoins corrigent également et suivent le Bitcoin. Donc rien à dire de spécial de ce côté-là. On a des corrections qui vont de 2 à 10% globalement, avec quelques altcoins même qui, vous voyez ici, STX 18%, CFX 15%, etc., etc. Mais globalement, voilà, rien d'extraordinaire de ce côté-là, tout va bien. Le cryptophire. Alors, le cryptophire aujourd'hui, il est à 53. Encore une fois, vous savez que c'est un niveau qui ne nous intéresse pas. Quand il est autour des 50, 60, jusqu'à entre 50 et 70, ça ne nous intéresse pas trop. Comme vous pouvez le voir, c'est pas la même map cryptophire que d'habitude, tout simplement parce que je voulais parler un peu plus du cryptophire aujourd'hui, justement, qu'on a un petit peu de temps. Et justement vous dire pourquoi les 50-70 ça ne nous intéresse pas, pourquoi la zone des 40 elle est intéressante, pourquoi la zone des 80 et plus est intéressante, etc. etc. Et cette map représente, nous donne une autre vision du cryptophire. Alors, la map, elle est constituée comment? Bah, d'un côté, on a tout simplement le prix du Bitcoin, donc vous voyez, c'est le graphique du Bitcoin, et de l'autre côté, représenté par des couleurs, le cryptophire. Encore une fois, c'est dommage qu'en dessous les 10, ils ne nous ont pas mis un beau rouge, parce que c'est un niveau qui nous intéresse, mais voilà, rien n'est parfait. Donc, pourquoi le niveau des 50-70 ne nous intéresse pas? Bah, tout simplement parce que, en général, c'est un niveau bien, où on ne peut pas vraiment avoir des affirmations. En général, c'est quand on est bullish, voilà, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. On n'est pas extrêmement bullish, on est bullish, mais sans être extrêmement bullish. C'est pas un niveau de résistance, donc ça nous dit pas de faire attention. C'est pas non plus un niveau de support, donc c'est pas non plus un bon niveau pour faire des achats. Et donc, en fait, globalement, quand on est dans ces niveaux, c'est soit on est bullish, on monte tranquillement, soit en général, on va consolider. Mais globalement, ça va pas nous servir à grand-chose. Le niveau des 40, quant à lui, eh bien, en général, quand on est bullish, et je dis bien quand on est bullish, en tendance haussière, eh bien, on a souvent même en début du bull run, comme on peut le voir ici, des petites corrections, et qui nous mènent où? Eh bien, vous voyez, vers les 40, 40, 43, 41, 38. Ici, pareil, on a une petite correction, 38, 40. Donc, c'est à peu près le niveau qu'on a été touché il y a une semaine, enfin un petit peu au-dessus, 48. Donc le niveau autour des 40 nous intéresse parce qu'en général, ça va être tout simplement des bons points de rachat si vraiment on est en tendance haussière, bien évidemment. Et justement, si on casse les niveaux des 40, comme par exemple ici, vous voyez, on a une petite correction, on a cassé le niveau des 40, on est à 30, 26, machin, et bien ça nous indique que peut-être, on va continuer à chuter. Voilà. Ici, on a continué à chuter. Ici, pareil aussi, on était à 43, puis on est passé à 33, 40, 20, etc., 32, et on a continué à chuter. Parce qu'en général, c'est alors, quand on dit 40, hein, c'est pas 40 piles. Hein. Vous voyez plus 35-45, vous voyez une zone. Hein. Et quand on casse ce niveau, bah, la chute est plus importante. Et quand ce niveau fait support, et ben, c'est un bon niveau pour tenter des achats en tendance haussière, bien évidemment. Donc ça, c'est pour le niveau des 40. Ensuite, on a le niveau des 70, 80, 90. Et là, rappelez-vous, alors ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, ça va vous rappeler des souvenirs. Ce qu'on avait vu l'année dernière, faut jamais se fier en fait souvent aux apparences. Parce qu'on a tendance à dire quand le cryptophire il est dans l'extrême
FIR, donc en dessous les 20, vers les 10, c'est un bon moment pour faire des achats. Et comme on peut le voir, eh bien c'est plutôt le cas. Vous voyez la couleur foncée ici, qu'on a ici, 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 en général, vous voyez ici, ici, c'est souvent sur des bottoms de marché. Alors bien entendu, ça ne marche pas à tous les coups, tous les coups. C'est pour ça qu'il ne faut pas uniquement se servir du crypto FIR, que ce soit pour trader ou faire de l'investissement. C'est un bon complément, mais ça ne suffit pas, parce qu'on peut voir par exemple ici, vous voyez, on avait un crypto FIR vers les 10, 15, 14, 13, 12. Donc théoriquement, un bottom de marché comme on a ici, ici et ici. Et pourtant, regardez ce qu'on a fait après, on a rechuté. Et on allait encore plus bas. On est même allé en dessous les 10. Donc en dessous les 10 en général, c'est vraiment des très bons niveaux pour faire des achats. Ici, ici, ici presque, et en 2018 je crois. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, que comme tous les indicateurs, il peut avoir ces petits ratés. Mais globalement, voilà, c'est tout ce que tout le monde pense. En dessous, aux alentours des 10 et au-dessus des 80, quand ça devient vert, eh bien, il faut vendre à l'inverse. Bon. Eh bien, nous, ce qu'on avait vu l'année dernière, c'était tout simplement qu'il ne fallait pas se fier à ce que tout le monde disait, mais aller un peu plus loin dans l'analyse. Et nous, on avait vu que, en général, le niveau des 70-80, eh bien, c'était une résistance. Et que c'était surtout pas... c'était pas après les 80, il faut commencer à vendre, mais au contraire, en général, quand on passe les 80, on arrive à s'installer au-dessus des 80, 80, 85, 90, eh bien c'est là qu'on a les plus grosses hausses. Par exemple, ici, vous voyez, ici, on avait corrigé au 40, ensuite on est monté où? Au 70, 72, 76, 78, vous voyez, on est revenu corriger au 40, et une fois qu'on a passé les 70, regardez ce qui s'est passé, 70, 74, 88, 90. Donc, c'est ce que je vous avais dit l'année dernière. Si on suit le raisonnement de ceux qui font des raccourcis, eh bien hop, 90, on commence à vendre, donc autour des probablement 15 000 $, et on vend un petit peu, un petit peu, un petit peu, et ben, probablement, voilà, vous voyez, voilà, tout ça on vend, donc de 15 à 20 000 $, et voilà, grosso modo, on a pris, parce que ça dure quand même plusieurs semaines, donc on a potentiellement pris tous nos profits entre 15 et 20 000 $. Et ensuite, on loupe quoi? On loupe 20 000, 70 000 $. Tout simplement parce que leur analyse n'était pas bonne. Donc, et vous voyez que la plus grosse hausse, justement, elle s'est faite avec un crypto FIR au-dessus. Hein. On est passé de probablement 14 000 à, dans un premier temps, 40 000, en étant toujours au-dessus des 80. Ensuite, on a corrigé un peu. Et pareil, encore une vague haussière où on est au-dessus des 80, 83, 92, 95, 91, 94, jusqu'aux pratiquement 65 000 $. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps se fier aux apparences. Il faut aller un peu plus loin dans l'analyse. Et ici, par exemple, quand tout le monde était euphorique, nous, on a dit quoi? On a dit, attention, encore une fois, comme ici, comme ici, comme ici, on est entre les 70 et les 80. C'est le niveau, justement, qui délimite eh bien, une tendance haussière extrêmement forte. Si on arrive à s'installer au-dessus des 80, comme on l'a fait ici, on aura probablement, justement, la vague qu'on attend, qui irait chercher les 100 000, les 150 000, les 200 000 $. Mais tant qu'on reste en dessous, on n'arrive pas à clôturer, à avoir des clôtures au-dessus des 80, eh bien, il faut être extrêmement prudent. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand on a été ici, sur la chaîne, on attendait 4 confirmations avant de s'exciter. On a dit attention, là on est juste sous un niveau de résistance, comme ici. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, il y a des chances eh bien, de rechuter. Et on attendait 4 confirmations, et le crypto FIR était une de ces 4 confirmations. Et à l'époque, rappelez-vous, on n'avait eu aucune des confirmations. Au contraire, on a commencé à avoir petit à petit des confirmations baissières, et notamment, on est passé, vous voyez, à partir de là, hop, sous les 40. Et là, on a commencé à changer de scénario et prendre le scénario qu'on a toujours, donc de la flat, A, B et C. On attendait 5 mouvements baissiers, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on a eu par la suite. Voilà, donc ça, c'est pour un peu rétablir le crypto FIR. Donc pourquoi entre 50 et 70, ça ne nous intéresse pas? Tout simplement parce qu'il ne s'y passe rien. Entre 70 et 80, en général, c'est un niveau de résistance. C'est un niveau où soit ça va corriger, soit ça va casser. Et là, on va avoir une très grosse tendance haussière. Et au-dessus des 80-90,
Eh bien, c'est la grosse tendance haussière qui peut durer pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, donc faut pas vendre dès qu'on passe au-dessus de 90. Pour revendre, il faudra vous servir d'autres indicateurs ou, pourquoi pas redescendre justement sous ce niveau des 90. Vous voyez, là, on est parti chercher les 91 et à partir du moment où on est retourné dans la zone des 70-80, eh bien là, peut-être, ça peut être un bon moment pour prendre des profits et attendre, soit, du coup, qu'on passe en dessous des 40 pour vous dire: «OK», soit qu'on passe au-dessus des 80 pour vous dire: «Nouvelle tendance haussière». Voilà, ça c'est pour le CryptoFear. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc c'est pour ça que en ce moment, depuis 2 semaines, on est entre les 50 et les 60. Donc la zone qui nous intéresse pas du tout. Le dollar. Le dollar, comme prévu, il continue sa petite ascension et se dirige tranquillement vers les 0,382. Tant qu'on casse pas les 0,382, tout va bien. Alors c'est pas la catastrophe du siècle si on casse les 0,382. Vous savez que dans une tendance baissière, ça devient dangereux techniquement quand on casse la zone de rechargement de short. Ça veut dire que là, c'est plus un rebond, mais qu'on ira très très fort probablement faire des nouveaux plus hauts. Mais les 38,2, c'est déjà un gros indicateur. Ça nous dit justement prudence. Tant qu'on est en dessous des 38,2, eh ben, il y a plus de chances d'aller faire des nouveaux plus bas. Quand on est entre les 0,38,2 et les 0,618, c'est plutôt neutre. Quand on casse, à partir du moment où on casse les 0,618, il y a plus de chances d'aller faire des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, tout va bien. On avait prévu le rebond ici, on avait prévu le premier et le deuxième objectif, et on avait dit, tant qu'on reste là-dedans, c'est juste un petit rebond technique, il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça entraînera probablement une chute sur le Bitcoin à court terme. Mais voilà, si ensuite on est rejeté ici, qu'on reprend la chute, et bien le Bitcoin, lui, reprendra la hausse tout simplement. Si on commence à casser les 0,382, là, il faudra faire des analyses un peu plus profondes et aller voir qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, tout va bien. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait vu hier? On avait vu que on allait probablement clôturer sous ce support, donc l'ancien petit canal ici, et que bon voilà, en clôture, on irait probablement chercher au moins la médiane, voir si on la casse, et bien le bas du canal, et ensuite probablement faire des nouveaux plus bas. Donc pas grand changement depuis hier. C'est pour ça que on va quand même aller jeter un œil, on avait dit qu'on ferait ça hier, à quelques indicateurs. Donc on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc qu'est-ce qu'on a? Là on vient de casser le MA21, c'est pas en daily, c'est pas très grave, elle n'est pas très importante. On a un support ici vers les 22 100 $, la moyenne mobile 50, mais ça nous intéresse pas trop non plus. Alors on peut aller jeter un œil. Vous voyez que en tendance haussière, on la casse fréquemment, cette moyenne mobile 50. Donc c'est pas quelque chose qui va nous intéresser au plus haut point en daily. Ce qui va nous intéresser, nous, bien entendu, c'est la MA200. MA200 très importante. Pour rester bullish, je vous rappelle, il faut rester au-dessus de cette MA200. Bon, en plus ça va être soutenu par la MA100, donc on aura un double support ici, vers les 19 500 $. Donc 19 500 $, c'est le niveau à pas casser en daily pour pas repasser bearish. Donc on est au-dessus des 19 500 $, tout va bien. Ishimoku, on est en train de casser la Kijun, donc si on clôture comme ça ce soir, on va repasser bearish, pas totalement, il y a la lagging span, mais vous voyez qu'elle est pas loin également. Il faut que la lagging span repasse au-dessous du prix, mais ça ne saurait tarder. Et le prochain support, c'est autour des 22 000 $, et puis on aura le gros support ici, vers entre les 20 200 et les 20 400. Pourquoi? Parce qu'on a un gros plat ici de nuages également, donc 20 400, 20 200, gros support. Et si on repasse en dessous, on repassera également totalement bearish sur Ishimoku en daily. On peut également jeter un œil en 3 jours. En 3 jours, on est en train de casser la Tenkan. Si on clôture comme ça, direction, pareil, les 20 700 $ jusqu'aux 20 200 $. Donc vous voyez, on retrouve à peu près toujours les mêmes niveaux, entre les 20 000 et 20 500. C'est un niveau qu'il faudrait, bien entendu, éviter de casser. Et pareil, si on se met en weekly, on a les 20 400 $, encore une fois, la Kijun. Si on repasse dessous et que la lagging span repasse au-dessus du prix, et on repassera totalement bearish. D'ailleurs, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. Est-ce que c'est un daily en 3 jours? Voilà. Donc là, on est en dessous de la Kijun, mais vous voyez qu'on a encore un petit espoir. La lagging span, elle est au-dessus du cours du prix. Donc voilà. Mais si elle commence à casser, eh bien, il y a de fortes chances d'aller directement aux 22 000 $ minimum. Donc voilà, ça c'est pour les indicateurs court terme. Le MACD, on peut aller jeter un petit coup d'œil au MACD. Donc il est repassé bearish, mais vous savez que en daily, c'est pas très grave. Hein. Vous voyez là, il repasse bearish.
on a une petite correction, hein. C'est des petites corrections, hein, donc c'est pas ce qui vous a importé. Ce qui va nous importer, bien entendu, c'est le 3 jours. 3 jours, on n'a encore aucune confirmation baissière, il faut passer sous la zone de survente. Et bien entendu, il faut avoir un croisement baissier et des bougies rouges. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Donc, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à une plus grosse correction. Du moins, il n'y a rien qui nous dit sur le graphique qu'on va avoir droit à une très grosse correction. En weekly, encore moins. Vous voyez, on est toujours très bullish. Donc, pour l'instant, tout va bien. C'est pour ça qu'on va aller rapidement voir le plan d'Elliott Wave. Donc, hier, on a vu, donc d'ailleurs, allez voir la vidéo d'hier si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est là où vraiment on a décortiqué les choses. On ne va pas revoir tout ça aujourd'hui. On a vu 3 plans. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un plan parce qu'on est sur le niveau intéressant pour un des plans. Les deux autres, on n'est pas sur des niveaux intéressants, donc ça ne sert à rien d'en parler. Le plan dont on va parler, c'est que, donc, là, on est dans une grande vague 1. On a fait une 1, une 2, une 3, une 4. D'ailleurs, on a racheté la vague 4 pour viser la vague 5. Et là, on est dans la vague 5. Et ce plan-là dit que, eh bien, là, on a fait une vague 1 de la vague 5. On est en train de faire une vague 2. Et ensuite, 3, 4, 5 pour terminer cette vague et ensuite avoir une plus grosse correction. Voilà. Alors, bien entendu, c'est un des plans, hein. Il y a un autre plan qui nous dit que là, on a fini la vague 5. Et le dernier plan nous dit qu'on n'a même pas fini la vague 4, on est dans une flat. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo d'hier. Donc pour ceux qui voudraient jouer ce scénario, et encore une fois, vous voyez que j'ai mis un petit rectangle blanc ici, d'achat, tout simplement parce que je ne conseille pas de jouer ce scénario. C'est un scénario risqué, en plus on ne sait pas vraiment dans quel scénario on se trouve. Donc c'est pour ça qu'au lieu de mettre un rectangle vert comme d'habitude, j'ai mis un rectangle blanc. Uniquement les plus avancés, les moins débutants peuvent jouer ce scénario, les autres je vous conseille de rien faire et d'attendre de savoir dans quel scénario on se trouve. Donc pourquoi le rectangle? Tout simplement parce que sinon on est dans une vague 1 et 2, donc sous vague bien entendu, on va les dessiner du coup. Hop, donc une vague 1, une vague 2, on ne sait pas où elle va terminer. Ensuite on aura une 3, 4, 5, allez, mettons comme ça. Voilà, pour terminer cette vague 5 bleue et terminer la vague 1 et après avoir une plus grosse correction. Et à ceux qui veulent jouer ce petit scénario, eh bien, on est pile poil quand j'enregistre la vidéo dans la zone d'achat, c'est-à-dire entre les 0,5 et les 0,618. On est allé chercher parfaitement pile poil les 0,618. Hein. Je vous l'avais déjà donné hier, la zone d'achat, donc techniquement, ceux qui veulent jouer ce trade, vous avez déjà dû le prendre si vous avez vu la vidéo hier. Il y a pas longtemps, je pense. Il y a eu 2-3 heures, parce qu'on est pile poil allé rechercher tout simplement le niveau des 0,618. Alors bien entendu, alors on va s'enlever ça, vous savez que on peut aller plus bas. Ça, c'est la target la plus courante, hein, qui a probabilité plus de probabilité de se produire, mais on pourrait aller chercher les 0,786. Donc si vous voulez jouer ce scénario, techniquement, vous devez mettre votre stop en dessous, le bas ici. Pourquoi? Parce que si on en a en vague 1, 2, vous savez qu'une 2, ça peut aller jusqu'ici, mais pas plus bas. Si on va plus bas que le point de départ, c'est pas une vague 2, on est dans autre chose. Le scénario s'annule. Voilà, donc ce scénario, il tient tant qu'on tient globalement les 21 400 $. Donc les stops devront être placés sous ce niveau. Si vous voulez prendre un stop serré, malheureusement, il n'y a pas énormément de solutions. La solution à la rigueur, alors on va se replacer le Fibo, se mettre en 4 heures. Hop, on va essayer d'être précis. Il est où le plus haut? Il est là. Donc vous pouvez vous dire, par exemple, si vous voulez un stop serré, hein, encore une fois je ne conseille pas, mais eh bien, je joue les probabilités. C'est-à-dire si on va en dessous les 0,618, eh bien, voilà, je sors du trade. Je joue les 68. Donc, soit vous avez racheté pile poil les 0,618, soit vous rachetez par exemple dans cette zone. Et vous dites que voilà, moi, j'ai pas envie de mettre un stop tout en bas, même si c'est pas un stop énorme, hein, ça reste un stop assez petit. Et voilà, vous mettez un stop en peu en dessous. Et où vous pourrez le mettre? Alors, mettez-le pas juste en dessous. Hein. Ce serait stupide parce que là, il suffit qu'on revient tester avec une toute petite mèche. Vous allez sortir alors que vous avez, au final, vous étiez dans le trade. Prenez un niveau, je sais pas, vous voyez, par exemple là, voilà, on a un plus bas, par exemple ici. Vous voyez là, on a un niveau de support ici dans cette zone-là, là, en dessous des 22 600. Je le mettrai à 22 allez, 400 et quelques. 22 400 et quelques. Voilà, par exemple 22 484, juste en dessous des 22 500. Et voilà, si vous voulez un stop serré. Mais encore une fois, alors là, ok, ça vous assure que vraiment,
Vous perdrez très peu parce que le stop, il est vraiment minuscule. Il est de 1,5%. Si vous voulez vraiment jouer cette zone et vous dites que si on sort des 0,68, bon, je sors et au pire, je rentrerai si on rebondit et si on recasse les 0,68. Mais le risque, bien entendu, c'est qu'on aille chercher les 0,76,4, 78,6 juste en dessous et que du coup, vous soyez sorti de votre trade pour pas grand chose et qu'ensuite qu'on rebondisse et qu'on trouve un bottom ici. Voilà, c'est des risques que vous prenez. Donc voilà. Donc soit un stop serré, mais vous avez des risques de vous faire sortir si on va plus bas et qu'on rebondit, soit un stop ici qui n'est pas non plus énorme. Et là, dans ce cas-là, au moins, si vous sortez, vous savez que vous avez pris la bonne décision parce qu'on ne sera pas dans une vague 2. Voilà, si vous voulez jouer cette vague 2, vous savez que si on casse ce niveau, on ne sera pas dans une vague 2. Voilà. Pour les autres scénarios, bah, avant de faire un update, bien entendu, on va attendre le développement parce que tant qu'on ne casse pas ces niveaux ou ces niveaux, on ne peut pas vraiment avoir d'update sur les deux autres scénarios parce que bah, tout simplement, il ne se passe pas grand chose. C'est pour ça qu'on en reparlera probablement lundi. Maintenant, on va s'intéresser au Total Market Cap 2, voir un peu ce qui se passe sur les altcoins. Donc, je vais enlever les Shimoku pour l'instant, on va s'intéresser au graphique. Il y a plusieurs niveaux intéressants. D'ailleurs, tout d'abord, il y a le gros niveau, la ligne blanche ici, des 400, environ 400, 410, 414. C'est le top de l'ancien bull run en 2018, qu'on a retesté pratiquement ici, qu'on est venu tester ici, et ici un certain nombre de fois. Donc c'est lui qui a fait bottom pour le moment. Ensuite, on a un niveau intéressant ici en vert, vous voyez, qui a fait support ici, résistance à de nombreuses reprises, puis support à de nombreuses reprises, encore une fois résistance à de nombreuses reprises, ensuite résistance, et pour finir, support, on est venu encore le retester il y a quelques jours. Il y a ce petit niveau jaune, vous voyez, qui a fait résistance une fois, deux fois, trois fois, et on est en weekly. Quand on dit deux fois, c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et encore une fois cette semaine, 5 semaines. Donc niveau intéressant. On a notre fameuse trendline baissière qu'on a déjà cassée sur le Bitcoin, mais pas encore sur les altcoins. Donc je vous rappelle, le total market cap 2, c'est l'ensemble des altcoins, ça veut dire l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin. Donc oui, il y a l'Ethereum dedans, et oui, l'Ethereum est un altcoin. Parce que je me rappelle d'un commentaire la semaine dernière qui me disait, tu t'es pas trompé, c'est pas plutôt le total market cap 3 non, parce que l'Ethereum est un altcoin. Donc, quand je dis tous les altcoins, bien entendu, l'Ethereum est compris dedans. Et effectivement, on a également un total market cap 3 qui exclut le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà. Mais là, vu que je veux une vue de tous les altcoins, l'Ethereum est un altcoin, donc c'est pour ça que je prends le total market cap 2 tout simplement. Donc on a ce niveau-là qui correspond à peu de choses près aux 25 000 $ du Bitcoin, vous voyez, hein, on a bloqué dessus une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. La trendline, et au-dessus on a également un niveau très important qui pourrait correspondre à peu près au niveau des 30 000 $ sur le Bitcoin, vous voyez, qui a fait support à de nombreuses reprises, puis résistance, encore résistance ici. Donc dans un premier temps, il faut casser ce niveau-là. En même temps, vous voyez que plus ça traîne, vous voyez, la ligne, le petit niveau, on l'a depuis un certain nombre de semaines. Hein. Avant, on était très loin de la trendline, mais là, on s'en rapproche fortement. Donc c'est bien. Ça veut dire que bon, ça fait une plus grosse résistance, mais du coup, si on le casse, eh bien, on n'a pas besoin, on n'a pas une résistance juste au-dessus. Par exemple, on l'aurait cassé là, ben, on avait la trendline juste au-dessus, c'était pas très bien. Mais maintenant, si on traîne encore un peu, vous voyez, si on chute, on remonte et on le casse vers là, ben, on va casser les deux en même temps. Donc voilà, donc là, c'est un bon niveau pour faire des achats. Bien entendu, il faut faire gaffe parce que pas très très loin au-dessus, on aura également ce gros niveau de résistance. Mais voilà, c'était déjà un bon signal haussier si on casse les environ 615. Ensuite, le support ici, si l'on casse, on n'a pas grand-chose en dessous. Vous voyez, si on le casse, c'est pratiquement, en termes graphiques, direction, le bas, le bottom. Et malheureusement, si on revient au bottom, je pense pas que c'est pour rebondir à nouveau. Hein. On a déjà fait ça un certain nombre de fois. Il y a de fortes chances qu'on ait chassé la liquidité si on devait y retourner. Et si on devait avoir des clôtures sous ce niveau, eh bien malheureusement, on n'a rien en dessous. Vous verrez quand même avec les indicateurs, on n'a aucun support en dessous de ce niveau. Le premier support, il est ici. C'est le top qu'on a eu ici. Donc au 250 environ. Et le bottom est quand même au 430. Donc vous voyez, ça vous fait une chute assez importante. Donc il faudra s'attendre à un mouvement violent si ça arrive. Bien entendu, ça arrivera probablement si le dollar continue sa hausse. Donc en termes d'indicateurs, on va jeter un œil, on va enlever le graphique pour y voir plus clair.
on va remettre le graphique rapidement. Voilà, donc vous voyez que le niveau vert ici, on a l'AEMA 21 qui est en support. Juste en dessous, on a la MA 200, toujours weekly, hein, donc extrêmement important, donc gros niveau de support ici. Si on casse ce niveau-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, probablement, il n'y a rien, il n'y a pas de niveau de support jusque au bottom, malheureusement. Avec Ishimoku, eh bien, c'est exactement la même chose. Vous voyez que juste en dessous du support vert, on a la Tenkan et la Kinjun qui sont cumulées. Donc déjà, on a un gros support, c'est bien. Mais également, si on le casse, eh bien, on n'a plus rien en dessous. La lagging span, pareil. Vous voyez que si on casse ce niveau, la lagging span, elle va faire quoi? Elle va casser également et elle sera en dessous du cours du prix. Elle n'a plus aucun support, pareil, jusqu'à ce niveau-là. Donc on sera un peu dans le vide. Au contraire, si on tient ici, eh bien, et qu'on arrive à casser ce niveau, alors vous allez dire, tiens, on est Ishimoku, on s'est stoppé sur rien. Eh ben non, regardez en arrière. C'est la lagging span. La lagging span n'a pas réussi ici à sortir, à casser la ligne de coût du prix. C'est ça qui a fait rejet, et c'est pour ça qu'on est rejeté ici. Graphiquement, ça correspond également à un niveau de résistance. Donc si on arrive à casser ce niveau, la lagging span casse ce niveau, on sera pratiquement totalement bullish sur Ishimoku en weekly, et direction le nuage. Et le nuage, il est où? Il est tout simplement au prochain niveau qui nous intéresse, c'est les 700, et la grosse ligne rouge qu'on a vue tout à l'heure. Vous voyez, ce sera également le nuage. Et si on arrive à casser ce niveau-là, bien entendu, déjà gros signal bullish également, et vous savez comment ça se passe avec un nuage, quand on arrive à pénétrer dans un nuage, c'est direction, on est attiré comme un aimant vers l'opposé. Donc là, après, on ira vers ici, et vous voyez, ce sera le prochain niveau ici de résistance également, mais il y a quand même pas mal de hausse à prévoir. Donc voilà, niveau important, environ les 500, allez, on va arrondir les 520. Si on casse, malheureusement, on n'a plus grand chose en dessous. Donc il faudra s'attendre probablement à une grosse chute. Et quand j'appelle casser, bien entendu, c'est en weekly avec des clôtures, c'est pas des petites mèches en dessous. Et pour finir, on va aller jeter un œil à l'Ethereum. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas vu l'Ethereum. La dernière fois, c'était dans ce niveau-là. On avait vu, pareil que sur le Bitcoin, 1, 2, 3, 4, 5, le niveau d'achat ici pour l'Ethereum. Parfait, on est parti parfaitement rechercher les 0,38,2 à plusieurs reprises. On est en daily, donc on a tapé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Une petite mèche réintégration, parfait pour faire des achats. Et on est venu rechercher un double top, même légèrement plus haut. Donc, encore une fois, ça va être à peu près les mêmes scénarios que le Bitcoin. 1, 2, 3, 4, 5. Ou alors 1, 2. Et là, on est en train de faire une 4 en flat. Voilà. Donc, plusieurs possibilités comme pour le Bitcoin. Donc, ou soit, bien entendu, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on n'a pas fini la 5. Voilà. Donc, soit comme sur le Bitcoin, on a déjà fini la 5. Et donc là, on va corriger plus profondément. Soit on est dans une flat et là les targets c'est ici, ici et un peu plus bas. Ou soit on est toujours dans la 5, 1, 2, 3, 4, on va le dessiner. Le même scénario qu'on a vu sur le Bitcoin hein, il y a 10 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, qui n'est pas terminée. Hein, donc soit elle est terminée. D'ailleurs, si elle est terminée, elle est très courte. Hein, c'est clairement une tronquée. Voilà, donc sur l'Ethereum, c'est pas le scénario du coup à privilégier. Sur le Bitcoin, on a quand même été un petit peu plus haut. Sur l'Ethereum, on a fait vraiment une toute petite mèche plus haut, mais globalement, c'est une tronquée. Vous voyez bien que sur le graphique, ça nous donne une 5 tronquée. Donc c'est pas le scénario à privilégier. Donc soit les scénarios à privilégier par rapport à l'Ethereum, c'est soit qu'on n'a pas fini la 4 et qu'on est dans une flat, vous voyez, quelque chose comme ça ou comme ça. Et ensuite, on va avoir la 5. Soit on est dans la 5 toujours, hein, c'est juste la première vague, la deuxième vague, et on va avoir 3, 4, 5 pour finir la 5. Exactement comme je vous ai montré sur le Bitcoin tout à l'heure. Et donc, du coup, hop, alors avant de faire ça, je vais effacer ça maintenant. Ça va être pareil que sur le Bitcoin. Hop, on se met un Fibo, si jamais vous voulez jouer ce scénario. Et bien, comme sur le Bitcoin, on est parti déjà parfaitement rechercher les 0,618, et vous voyez d'où le rebond. On va se mettre en 4 heures. Hop là, rebond 61,8, regardez. Pouf, voilà. Joli rebond. Alors, il ne faut pas vous enflammer, hein, ça ne veut pas dire que aïe, hop, on a trouvé le bon scénario, c'est une vague 2, on a été parfaitement chercher les 0,618, allez, c'est bon, on remonte, hein. On peut très bien remonter, puis redescendre et rechuter par la suite. Quoi qu'il en soit, effectivement, c'était le niveau parfait pour tenter un trade si vous voulez jouer ce scénario, comme quoi qu'on a fait une vague 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer notre vague 5.
Hop, on va s'effacer ça maintenant. On va dézoomer un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a sinon? Rappelez-vous, on a une trendline haussière qu'on est en train de travailler depuis plusieurs semaines. On la travaille depuis le 9 janvier. Voilà, on est passé au-dessus, on fait support, on repasse en dessous, on repasse au-dessus. Voilà, on n'arrive pas vraiment à sortir de ce gros niveau de résistance. Donc, pour avoir une belle tendance haussière, il faudra dans un premier temps arriver à vraiment s'extirper de cette zone. Bien entendu, casser la trendline baissière et également casser ce très gros niveau de résistance. Vous voyez qu'il a fait résistance ici, résistance, résistance, support, 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 puis résistance encore une fois. Donc c'est à peu près l'équivalent sur le Bitcoin aux 30 000 $, donc c'est 1900. 1933 $ si on veut être précis, mais c'est une zone, hein, donc environ les 1900 $. En plus, ça tombe bien, si on le casse, on cassera également la trendline. Donc, alors pour rentrer sur l'Ethereum, soit vous vous mettez dans des petits time frames, parce que vous voyez que sur un gros time frame, là, on est juste en dessous d'une résistance, et que si on repasse au-dessus, malheureusement, ça ne donne rien. Vous voyez comme ici, parce que on travaille cette zone. Alors, on la travaille en montant, mais on la travaille quand même. Donc, vaut mieux passer dans des plus petits time frames, ou soit vous êtes plus prudent et vous attendez qu'on casse ces niveaux-là. En même temps, on validera un magnifique W, vous voyez ici, magnifique W. Et techniquement, ce sera pour les targets du W, c'est au moins de faire un double top. Hop, si on se met une target du W, hop, comme ça. Et on la reporte à la cassure. Bon, vous voyez, ça nous emmène déjà aux 3800 $. Donc ça, c'est juste les targets du W. À court terme, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a pas grand chose. Je crois que c'est sur les altcoins que j'avais vu un petit truc intéressant à court terme. Je vais enlever Ishimoku. Non, je sais plus. J'avais vu une épaule tête-épaule quelque part. Une belle épaule tête-épaule, mais je la retrouve plus. Donc je sais plus si c'est sur le Bitcoin ou sur les altcoins ou. C'est pas grave. Si je les retrouve, je vous en parlerai lundi. Ouais, non, non, c'est pas beau. Ah ouais, qu'on est en weekly, c'est peut-être pour ça. Non, je sais plus où je l'ai vu. C'est pas grave. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à me demander vos altcoins en commentaire. Je me ferai un plaisir de les analyser. Donc, pas lundi, parce que lundi, bien évidemment, on va s'intéresser au long terme, comme d'habitude, donc à l'analyse weekly. Donc, on verra ça mardi, jeudi et vendredi. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.